La Rainette. Le lycée La Rainette, votre rendez-vous radiophonique consacré au jardinage labellisé Joyeuse Humeur. Une émission qui est diffusée tous les 2e et 4e jeudis du mois à 17h et resservie les dimanches qui suivent à 10h. Et tout ça sur la joyeuse antenne de Radio Grille Ouverte. Le lys, c'est lui. Et la Rainette, c'est elle. Ce matin, j'ai regardé par la fenêtre, comme tous les matins d'ailleurs, et là, je fus rassuré, le soleil se lève toujours au même endroit, côté est. Figurez-vous que parfois, en promenant mes guêtres de bon matin dans le village, viennent à mes oreilles embrumées quelques propos matutinaux décalés, pour ne pas dire des falaises, des billevesées, des grosses conneries. Pas plus tard qu'hier, en allant quérir chez l'épicier du coin quelques subsides pour me sustenter, mes tympans s'entrechoquèrent. Oui, ça m'arrive, les tympans s'affolent et se rencontrent au creux du crâne. Bon. Je vous laisse imaginer la scène, les discussions vont bon train, et il flotte un vent de révolte contre le temps. Pas celui qui passe. On pourrait le croire au vu de l'âge des belligérants. Que nenni, on parle bien du temps qu'il fait ou qu'il a fait ou qu'il va faire. S'il fait beau, fusain, on va le payer. S'il fait froid et gris, on entend, il est long cet hiver. D'après le calendrier romain, février est au cœur de l'hiver, qui n'est pas sous nos latitudes la saison franchement la plus chaude. Ça ne vous aura pas échappé, le temps froid et humide de février est assez cyclique. C'est un peu comme ça tous les ans. C'est pour cela que ce mois au triste teint n'a que 28 jours pour que ça passe plus vite. Je rappelais à un journaliste qui me téléphonait pour me faire dire que le temps était détraqué et qu'il n'y avait plus de saison, que février est un mois très capricieux qui peut se montrer mordant, assommant, déprimant ou au contraire doux, ensoleillé, pour ainsi dire, sacrément vicelard. Non, monsieur l'angoissé de la page blanche, non, mesdames et messieurs, fréquentant le même épicier que moi, février est comme à son habitude, tel un yo-yo naviguant dans les extrêmes. Et vous n'avez rien vu parce que suivra le mois de mars, et que celui-là, c'est le mois des fous, sautant comme un cabri entre douceur et froideur dans la même journée. Nous autres jardiniers pensons que la nature a fait l'hiver pour que le printemps renaisse. Je vous expliquerai les mois prochains ce que ça signifie. Pour l'instant, laissez-nous faire nos plans de culture, nos achats de graines, les affûtages de nos outils et le lessivage des jardinières et autres terrines de semis. L'hiver ne nous fait pas peur, il ne nous enferme pas dans une lassitude maladive. Faites-nous une jolie page, monsieur l'écrivain, avec la puissance du vent froid qui fait craquer le bois. Parlez de nos rêves de massifs colorés et des récoltes de légumes croquants. Couchez sur le papier la foi du jardinier en la nature et révélez au monde sa plus belle qualité qui semble vous manquer, la patience. Allez, retournons à nos moutons avant que la laine ne leur tombe. J'ai la
of the moon, on the dark side of the moon. Of the moon, on the dark side of the moon, on the dark side of the moon, on the dark side of the moon. Dark side of the moon, on the dark side of the moon, on the dark side of... À l'écoute de Radio Grille Ouverte et l'émission, plus précisément l'émission de jardinage Le Lys et la Rainette, le patient jardinier Daniel Lys est là à mes côtés et il va nous parler de plantes. Bonjour Daniel. Bonjour Aline, ma petite Rainette. Oui, eh bien, suivant notre abécédaire, nous sommes aujourd'hui à la lettre B. B comme baba au rhum. Non, je ne vais pas vous parler des bananes ni des babas au rhum, je vais vous parler d'une plante que j'aime beaucoup évidemment et que j'aimerais qu'elle soit plus présente dans les jardins. C'est un buddleia. Bon, buddleia, c'est super archi connu, c'est l'arbre papillon, il y en a déjà au moins 6 ou 7 dans chaque jardin. Mais il y a une espèce que j'aime particulièrement, qui est le buddleia alternifolia. Alors, buddleia en français, c'est l'arbre papillon, qui fleurit dans le courant de l'été, qui fait des gros panicules de fleurs bleues, roses, blancs, etc. Le buddleia alternifolia, pourquoi alternifolia? Ça veut dire feuilles alternes, parce que les autres buddleia ont des feuilles opposées. Celui-là, il a des feuilles alternes. Il a une floraison absolument magnifique sur toute la longueur des branches. Alors c'est pas des gros panicules, hein, c'est pas des gros cônes comme fait le lilas, hein, et comme font les autres buddleia. C'est plutôt des glomérules, des agglomérats de petites fleurs dans les tons bleus violacés, mais c'est tout le long de la branche, et c'est un arbuste qui est très vigoureux, mais qui a un port pleureur, c'est-à-dire qu'il a des branches qui vont grimper jusqu'à 1 mètre 50, 2 mètres de hauteur, et qui vont s'allonger et qui vont ployer vers le sol, et ça vous fait une espèce de feu d'artifice de ces fleurs bleu mauve. J'adore cet arbre. Alors attention, c'est un buddleia bien particulier parce que celui-ci fleurit au printemps. Et comme les buddleia fleurissent d'habitude, les buddleia davidi, ceux qu'on connaît, ceux qu'il y a partout, fleurissent dans le courant de l'été, on les taille quand? On le taille comme on taille le rosier, hein, fin février, début mars. Celui-ci fleurissant au début du printemps, on va le tailler après la floraison, quand il sera fané. Ça pousse absolument partout. Non, il n'est pas remontant. Il n'est pas remontant, il remonte pas à fleurs. Par contre, il est quand même très vigoureux. C'est un arbuste que l'on peut planter absolument partout, dans tous les terrains. C'est un arbre qui ne craint pas grand-chose. Des fois, j'ai vu quelques petits pucerons noirs qui se promenaient comme ça sur les jeunes pousses, mais enfin bon, ça c'est absolument rien du tout. C'est vraiment un arbuste que l'on arrive à trouver parfois dans des parcs ou dans des espaces verts de ville. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à en trouver dans les jardins. C'est vraiment un arbuste qui a une floraison très très intéressante pendant 1 mois de temps. C'est un feu d'artifice de fleurs bleues, mauves.
mettez du Buddleia alternifolia dans votre jardin. Voilà. Oh, mais c'est une belle découverte, je connaissais Voilà. pas du tout. Moi, je connais beaucoup l'arbre aux papillons qui a une très mauvaise réputation. On dit qu'il est envahissant et Oui. qu'il faut le supprimer. Oui, tout à fait. C'est un arbre, le Buddleia, l'arbre au papillon traditionnel, c'est un arbre qui fait des graines. Ces graines s'envolent et alors colonisent tous les terrains qui sont un peu ingrats, notamment dans nos petites rues. Dans nos petites rues, non pas pas les ruelles, mais les rues là où circule l'eau. Et tous ces petits cours d'eau qui sont asséchés 11 mois et demi sur 12 sont complètement envahis par ces Buddleia. Et alors évidemment, quand commencent à venir les grandes pluies d'automne, l'eau ne peut pas circuler correctement dans ces rues et alors déborde facilement et on a les inondations que l'on connaît. C'est une plante qui est très 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 envahissante. Ce petit inconvénient n'est pas le cas du Buddleia alternifolia. Alors pour éviter... Et par contre, Oui. lui, il faut beaucoup l'arroser, alternifolia. Pas spécialement. Franchement, pas spécialement. Je l'ai vu pousser dans des espaces verts, dans des terrains qui étaient vraiment très ingrats. Tu sais, quand on fait les fondations, hein, on creuse et puis après on étale la terre. J'ai vu des Buddleia alternifolia pousser là-dedans, dans des espèces de rocailles argileuses, calcaires. Ça pousse très très bien. Pour en revenir à ce danger que présente le Buddleia traditionnel de se ressemer partout, il y a quand même quelque chose qui serait intéressant à faire, c'est que dans tous les jardins, dès que le Buddleia est fané, c'est qu'on les coupe ses fleurs fanées, pour éviter justement que ça monte à graines et que les graines se dispersent. Moi, je l'ai jamais absolument fait, mais il s'est jamais ressemé. Hein. Oui, c'est pas plus mal. Il y a quelques variétés hybrides qui sont complètement stériles. Donc là, on est tranquille. Voilà. Alors ça, c'était mon petit coup de cœur de la Buddleia journée. alternifolia. Le Buddleia alternifolia. Alors comme j'aime bien remettre un peu les plantes tombées dans les oubliettes au goût du jour, à la lettre B, il y a une autre plante que j'aime beaucoup et qui a complètement disparu des jardins, c'est le berbéris. Ah oui, j'aime Le beaucoup berbéris, qu'on appelle en français l'épine vinette, il n'y a plus qu'un seul berbéris que l'on trouve encore dans les jardins, c'est le berbéris qui a un feuillage pourpre. Ah oui, il est magnifique. Il est très joli. Il est très joli, mis dans des bonnes situations, il a sa place. Sauf que les autres berbéris, ceux qui ont des feuillages verts, et il y en a une tripotée. J'ai un copain qui dit il y en a une chier plus 3. Bon, on va peut-être pas le dire ici. Ces berbéris avec le feuillage vert fleurissent jaunes, plus ou moins orangés, ont des odeurs absolument exquises. Ça sent très très bon. Et la florescence précède une fructification des petites boules bleues, violacées, presque parfois noires, dont se régalent les oiseaux. Donc ce sont des arbustes à baies. Il y en a qui sont caducs, il y en a d'autres qui sont persistants. On va pas faire la liste ici de tous les berbéris qui existent. Il y en a qui sont très nains, qui font 50-60 cm de hauteur. Il y en a qui sont très très violents en pousse, qui font 2 mètres, voire des fois un petit peu plus. C'est juste les grosses épines quand même qui sont Mais géantes. voilà. Pourquoi cet arbre est tombé un peu dans les oubliettes? C'est parce que ce sont des arbustes qui sont très épineux. Et ça refroidir quelques jardiniers, surtout s'il faut commencer à les tailler ou quoi que ce soit. Mais dans une haie libre ou dans un massif d'arbustes, là où on n'a pas spécialement besoin d'aller, Oui. franchement, le berbéris, c'est une plante qui est très 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 sympathique. Et moi, je milite fortement pour que le berbéris revienne dans nos jardins. Berbéris avec nous, berbéris avec nous. Bon, mais moi, j'ai suivi ton conseil. J'en ai installé un, mais à feuillage pourpre, parce que j'aime beaucoup tous les feuillages pourpres. Et je l'ai mis un peu en retrait, effectivement, à cause de ces épines que je trouve dangereuses. Pour les jeunes enfants, c'est pas terrible quand même d'avoir des arbres comme le pyracanthas, pareil. On pourra faire un jour une émission sur les dangers au jardin. Ah oui. Sur les différentes plantes et autres petits pièges que l'on peut avoir dans un jardin. Justement, ça sera sympa, notamment pour nos jeunes enfants. Mais les enfants, il faut aussi les éduquer au jardin. C'est-à-dire que quand on se promène dans le jardin avec un enfant, lui dire attention, tu sais, cet arbre-là, il y a des grosses épines, ça pique, ça peut faire mal. T'évites de jouer à côté. Vous savez, là, quand on s'est fait piquer une fois, on fait attention. Hein. On Après. va dire ça. Oui. Ok. Pause.
sortirai pas sans une bonne raison. Je prolongerai peut-être mon hibernation. Marie-Caroline, j'attends la belle saison. Là-haut dans ma chambre, je ne vois pas l'horizon. Du temps comme du reste, je perds toute notion. J'ai toujours quelques projets à l'abandon. Je terminerai peut-être 2 ou 3 chansons. J'attends et je regarde le ciel. J'attends un rayon de soleil et que reverdisse le gazon. J'espère, là-haut j'espère et j'attends le premier rayon de soleil pour passer à l'action. Là-haut dans ma chambre j'attends la belle saison. Marie-Caroline, fais-toi une raison. Ou alors passe me voir à l'occasion. J'ai la cime des arbres pour tout horizon. Ici le ciel est gris de toute façon. J'attends et je regarde le ciel. J'attends un rayon de soleil et que reverdisse le gazon. J'espère, là-haut j'espère et j'attends le premier rayon de soleil pour passer à l'action. Marie-Caroline, j'attends la belle saison. Marie-Caroline, j'attends la belle saison. J'attends la belle saison. J'attends la belle saison. La belle saison. Vous êtes en compagnie de Daniel et Aline. Daniel vous a parlé dans la première partie, enfin une deuxième, en suivant notre abécédaire, et vous a parlé du Buddleia alternifolia, je vais y arriver. Ensuite, nous avons vu les berberis, mais les verts. Daniel craque plutôt pour ceux qui ont un feuillage vert. Et maintenant, Daniel, tu vas nous parler de bambous, mais pas n'importe lesquels. Non, les bambous, c'est une grande famille où on a un choix absolument extraordinaire dans le type de feuillage, dans la grandeur, dans la puissance de pousse et dans la couleur du bois. Alors, on a des bambous qui sont assez traditionnels, on va dire. Hein, c'est les bambous qui sont gélants, c'est les fameux Philostachys. Hein, il y a ceux qui ont les troncs jaunes, ceux qui ont les troncs verts, ceux qui ont les troncs noirs. Et puis après, il y a une flopée de bambous qui peuvent trouver de la place dans votre jardin, à condition de ne pas se faire envahir. C'est le gros problème du bambou. Si on a des bambous qui sont traçants, c'est-à-dire qui vont émettre à la surface de sol ou juste en dessous de la surface de sol des rhizomes, il faut les contenir. Donc il existe des bâches spéciales. Quand on plante des bambous, on fait un gros trou et on entoure les extrémités de ce trou avec cette bâche pour éviter que le bambou ne fiche le camp ailleurs. Le bambou, il va mettre un petit peu de temps à s'implanter. Hein. Ça peut mettre quand même quelques années, mais alors une fois qu'il est implanté, si vous n'avez pas pris cette précaution de mettre cette barrière anti-rhizome, vous avez du bambou absolument partout. Oui, mais vous savez que vous pouvez les manger, les jeunes pousses de bambou, donc vous pouvez les couper aussi. Voilà, si vous voulez. Non, mais je suis pas salade, hein, donc voilà, ça me touche pas plus que ça. Maintenant, il y a un autre type de bambou qui est extrêmement intéressant, c'est le bambou dit cespiteux. Cespiteux. Un cespiteux, c'est
Rien que le nom m'amuse. Un bambou cesse piteux, cesse d'être piteux. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'est pas traçant en fait. Ah. C'est un bambou qui va grossir. Hein, la touffe du bambou va grossir, mais doucettement, et ça évite d'avoir des bambous qui fichent le camp chez le voisin, ou au milieu de la pelouse, ou au milieu du potager, ou de toute façon des endroits qui nous gênent fortement. Voilà. Alors, pour choisir des bambous, soit vous les prenez traçants et vous faites une barrière anti-rhizome, soit vous le choisissez cespiteux, et à ce moment-là, il est contenu par lui-même. Alors évidemment, la bambousserie d'Anduze, c'est une forêt absolument extraordinaire où vous pouvez trouver des dizaines et des dizaines de bambous différents. Le mieux, c'est effectivement d'aller les voir sur place pour voir à quoi ça ressemble, et puis de discuter avec les spécialistes de ce parc pour essayer de trouver le ou les bambous qui iraient très bien dans votre jardin. Voilà pour les bambous. Mais le cespiteux là dont tu nous parles, il a quelle taille? Ah, ça dépend. Il y en a plusieurs. Il y a des cespiteux qui font 1m50 de hauteur. Il y en a qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus hauts. On peut s'en servir pour une haie, justement. Ah oui, complètement. Ok, je connaissais pas du tout. Et ben voilà. Super. Et ben c'est bien, je suis pas venu pour rien. Ah bah oui, non, là aujourd'hui, c'est vraiment une flopée de découvertes. Merci Daniel. Mais je vous en prie, chère madame. Donc après le bambou, on va enchaîner avec une autre plante qui elle est beaucoup plus petite, mais on peut la manger. Elle sent bon, j'adore. C'est le basilic. C'est le basilic. Ah, le basilic, la soupe au pistou, avec du véritable basilic, du vrai de vrai. Ben, le basilic, c'est l'une des plantes aromatiques la plus utilisée peut-être chez nous, qu'elle soit en infusion, qu'elle soit cuite ou qu'elle soit complètement crue et coupée, je dirais pas hachée menu, mais coupée avec un ciseau, hein, comme le persil, hein, ça se coupe avec un ciseau. Cette plante, alors son petit nom magique, c'est Oxymum basilium. Alors ce basilic, c'est quelque chose que l'on peut avoir dans son jardin, mais je sais qu'il y a beaucoup de jardiniers qui achètent des plants de basilic. Oui. Et ça tient pas, ça noircit, Et oui. et c'est une plante qui n'est pas facile à cultiver. Ah oui, c'est même pas une annuelle, c'est une mensuelle. Une hebdomadaire. Alors le mieux c'est de semer le basilic. Alors on va attendre encore parce que c'est quand même un petit peu chaud. C'est encore un petit peu froid, pardon. Il faut attendre que la terre se réchauffe. On va le semer dans le courant. Allez, fin mars, début avril. Faut pas s'affoler. On va semer le basilic directement en pleine terre. D'accord. Directement en pleine Ça, c'est terre. bien, ça. Voilà. Et le basilic se plante au soleil, à la limite à mi-ombre. Et il faut faire attention parce que c'est une plante qui a besoin d'eau, mais un excès d'eau la fait pourrir. C'est toute la subtilité du basilic. Donc déjà, on a moins de problèmes quand on le sème directement en place parce qu'on a une racine qui va être beaucoup plus importante, beaucoup plus profonde, donc moins sujette à ces écarts d'humidité qu'il pourrait y avoir dans le sol. On va pailler le sol et on va faire très attention à l'arrosage. Si jamais le basilic commence à souffrir un petit peu, il va monter à fleurs de suite. Donc si vous n'avez pas besoin des fleurs de basilic, il faut couper systématiquement les fleurs de basilic pour éviter qu'il monte à graines, parce que là, il n'y aura plus de feuilles. Toute la force de la plante va aller dans la fleur et dans la graine, et donc plus de feuilles. Et c'est quand même avec les feuilles qu'on fait le maximum de choses. Il faut le pincer, c'est ça pour alors pour on que le pince, voilà, on le pince de façon à ce que le pied puisse s'étoffer pour qu'il y ait un maximum de branches. Mais il y a beaucoup de variétés de basilic. Et oui, justement, laquelle choisir alors? Oh, celle que vous voulez. C'est toutes les plantes qui seront tout aussi faciles ou tout aussi difficiles de culture. Il y a des basilics qui montent assez haut. Hein. J'ai vu des basilics qui montaient à 80 cm de hauteur. C'est vraiment des plants très intéressants. Et alors là, vous avez une kyrielle d'odeurs différentes et de goûts différents. Donc là, vous essayez plusieurs basilics et puis vous prenez ce qui vous intéresse. Il y a un basilic qui est très joli dans une salade, hein, c'est celui qui a un feuillage pourpre. Ah oui, il est super. C'est quand même très chouette et puis il est quand même très goûteux. Très goûteux, voilà, très goûteux. Alors on dit que le basilic a des propriétés antispasmodiques, antiseptiques, expectorantes. Hein, quand on est un peu enrhumé puis qu'on a besoin de faire sortir tout ça, digestif et laxatif.
Formidable. C'est bien, c'est bien. Alors évidemment, on peut récolter les sommités fleuries. Ça, c'est quand on veut faire un usage médicinal. Sinon, mangeons du basilic, mangeons les feuilles de basilic, même à la limite les tiges quand elles sont très très tendres encore. Coupées, je répète, avec un petit ciseau. Le manger cru, le manger cuit. C'est une plante qui est merveilleuse et on devrait manger beaucoup plus de basilic. Voilà, j'ai tout dit sur le basilic. Eh bien, on se fait une petite pause digestive. Est-ce que vous aimez le boogie-woogie? Ouais, ben vous aimez le boogie-woogie? Eh bien, nous pas. Non, on adore. Allez, c'est un gag. Allez. Ce soir encore, je renouvelle le corps d'accord avec le pâté de foie. Mais cette fois, c'est la charcuterie premier choix. Sûr, je vais m'y reprendre à deux fois. À deux fois. Grive rôti, volaille, sauce mayonnaise, l'apéro salmi. Boudin grillé, miam, filet de porc sur purée. Filet de porc sur purée. Côtelette de veau pané, pané d'hier. Refrain, c'est le repas bougiwa, bougiwa, c'est le repas de gala, bougiwa, c'est le repas bougiwa, c'est le repas de gala. Aïe. Pour continuer, j'en retirer les crudités et le saumon mariné. Sans oublier le fameux saucisson fumé. Fameux saucisson fumé. Ah, condition d'y ajouter un quoi donc, monsieur? Eh bien, quelques choux farcis, une centaine de crevettes et un gratin dauphinois. Noix de veau, un roulé de veau et puis un sauté maringot. Go d'agneau. Ah, rosé d'un bon Beaujolais, c'est meilleur. Et pour la santé, yes, chorus. Piano, Billy Boy. I got a soup. I got a soup. I got a soupe de bisque, soupe au pistou, soupe à la pomme de terre, soupe au foie gras, oh la pomme de terre, soupe à la vinaigrette. Allez, avec nous, soyez sympas. Oui, allez. C'est non pas bougiwa, bougiwa, c'est non pas le gala, bougiwa, c'est non pas bougiwa, c'est le repas de gala. On a encore faim, croquette de doigts, poule des bois, façon niçoise autour de nos gencives. Quel réveillon, filet de mouton pur, et des cressons parmentier, parmentier, pain, de trucs fumés, les légumes, pour les légumes, faudrait bien trouver quelque chose du genre... Navet braisé, merci beaucoup. Tomate fourrée, pomme de terre en beignet. Pomme de terre en beignet, frit, cassé de fèvre soufflé. Allez, le refrain, avec nous, c'est parti. C'est le repas de Guiwa, plus fort. C'est le repas de Gala. C'est le repas de Guiwa, c'est le repas de Gala. On passe au fromage, parce que vraiment, gruyère Hollande pour ça, du roquefort, clos, miquant, albric à mon père. Fromage blanc, assaisonné de cannelle. Avec du sel, dire. Si on passait au dessert, C'est une très bonne idée. attention à vous les desserts. Crêpes Suzette, à vous. Crêpe Suzette, Plus fort, marquise du chocolat. marquise du chocolat, Marron glacé. marron glacé, Rocher congolais. rocher congolais, Tarte d'un truffe. praliné vanillé, Un savaillon, un gâteau meringué. Une petite prune, un vieux calva pour nous permettre de digérer tout ça. À l'écoute d'Ulysse et de la rainette, donc nous avons vu dans notre abécédaire des plantes à ne pas rater qui commencent par la lettre B. Et puis maintenant, on va continuer toujours dans la bonne humeur. On a une grosse patate. Daniel, on va parler de quoi maintenant? Bah si on a une grosse patate, on va parler des patates. Ah bah oui. Ah bah forcément. Mais pourquoi on parle des patates? Mais c'est parce que c'est si jamais vous ne l'avez pas encore fait, il va falloir se presser pour acheter les pommes de terre à semer. Et alors, ces pommes de terre à semer, lorsque vous allez dans un point de vente, vous êtes envahi par des dizaines et des dizaines de variétés différentes. Et alors, la question rituelle que l'on pose aux vendeurs de pommes de terre, c'est quoi la meilleure? Quelle que soit la réponse qu'il va vous faire, elle sera erronée. Parce que c'est très difficile de savoir quelle est la meilleure pomme de terre. Parce Ben que oui, ça dépend des goûts et ça dépend aussi de votre jardin. Parce que suivant le sol que vous avez, le goût de la pomme de terre va changer.
D'accord. Alors, j'ai mes petites préférences et je vais vous les donner. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a 2, voire 3 types de pommes de terre. Il y a d'abord les primeurs, celles qu'on va ramasser, fin juin, début juillet. Il y a les demi-saisons, et puis après, il y a les pommes de terre de conservation. Les pommes de terre de conservation, je vous dirais franchement que je n'en fais pas, pour la bonne raison que la pomme de terre prend beaucoup de place dans un jardin, et que je préfère grandement avoir des petites pommes de terre nouvelles, parce que alors une petite pomme de terre nouvelle cuite à la vapeur, avec un petit peu de beurre salé et un cornichon, mais c'est à tomber par terre. Carrément. Alors qu'est-ce que j'aime bien comme pomme de terre ? Moi, ma sélection sera sur la pomme de terre qu'on appelle d'abord la Nicolas. 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 Comme le prénom. Comme le prénom. C'est une plante qui est assez bien résistante au mildiou. C'est bien que c'est une maladie, le mildiou, ici, qui des années on n'en a pas du tout parce qu'on a des printemps qui sont relativement secs. Comment ça se manifeste sur la patate ? Ah, ça fait des taches sur les feuilles, d'abord des taches jaunes qui deviennent marron et qui peut faire griller complètement le feuillage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le mildiou peut arriver sur le feuillage, mais peut aussi arriver sur le tubercule. C'est plus embêtant. C'est plus embêtant parce qu'on le voit pas. Par contre, les pommes de terre qui ont du mildiou sur le tubercule, elles vont pas se garder. Ah. Et oui, parce que ça peut faire pourrir les tubercules très rapidement. Alors la Nicolas a une résistance assez intéressante pour ce mildiou. J'ai une autre pomme de terre, moi, que j'adore, c'est la Charlotte. C'est peut-être ma préférée, Charlotte, d'ailleurs. J'aime bien le nom, en tout cas. Charlotte, Nicolas, voilà, bon, c'est des petits prénoms sympathiques. J'adore la Désirée, qui est une pomme de terre qui est rose, presque rouge, comme couleur de Je peau. suis nulle en patate. Nul en patate. Je savais pas que ça pouvait exister. On a une autre pomme de terre qui a un goût absolument exquis, mais qui est une pomme de terre plutôt de conservation, c'est Agatha. Agatha, c'est aussi l'une de mes préférées, parce que vraiment, cuite à la vapeur, c'est une pomme de terre qui a un bon goût. Alors évidemment, des pommes de terre, il y en a des milliers et des cents, vous en avez qui donnent beaucoup, d'autres qui donnent pas beaucoup, d'autres qui ont un meilleur goût, d'autres qui sont plutôt pour faire cuire à la vapeur, ou plutôt pour faire de la purée, ou plutôt pour faire des frites. Donc il faut savoir exactement ce dont vous avez besoin pour choisir la ou les 2, 3, 4 variétés qu'il vous faut. Et puis après, vous faites un peu votre sélection, votre gamme que vous affinez d'année en année. Et puis vous pouvez toujours essayer de retrouver des anciennes variétés. J'ai planté l'année dernière une variété qui était dite ancienne, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Alliance. J'étais assez agréablement surpris. C'est l'une des pommes de terre qui n'a pas eu le mildiou l'année dernière. On a été très très chagrinés par le mildiou l'année dernière. Il faut savoir que au début de saison ça allait bien, et puis quand est arrivé le mois de juin, avec la chaleur et l'humidité qu'on a eu dans le courant de l'été, le mildiou, il y en avait de partout, quoi. Alors si on veut travailler en bio et qu'on n'est pas tous les 4 matins avec un pulvérisateur, autant prendre des variétés qui sont assez résistantes. Voilà. Alors Charlotte, Nicolas, Alliance, Agatha, ce sont mes pommes de terre préférées. Il y en a des dizaines et des dizaines. J'aime beaucoup la Belle de Fontenay, j'aime beaucoup la Rate, qui donne très peu mais qui est vraiment très bonne. Il y a quelle qui a un nom moche? Oui, parce que c'est vraiment une forme de rate. C'est pour ça qu'on l'appelle la rate. Je sais pas si elle se dilate, celle-là, mais c'est facile. Mais la pomme de terre est très bonne. Alors pourquoi je vous parle à cette époque de l'année, en février, de la pomme de terre? C'est parce qu'il faut acheter ces plants de pommes de terre et, avant de les planter, les faire germer. Comment faire germer des pommes de terre? C'est très facile. Il faut les mettre dans des boîtes en carton ou des boîtes à œufs, si on veut, et les mettre à la lumière, en pleine lumière, mais dans un endroit où la température est comprise entre 3, 5, voire maximum 8, 10 degrés. Dehors, donc quoi. Dehors. Mais attention, faut pas que ça descende en dessous de 3. Donc peut-être les rentrer la nuit pour pas qu'elles prennent un coup de gel. La germination peut être assez longue, ça met entre 4 à 6 semaines avant de germer. Mais au moins vous allez avoir des plants qui auront plusieurs germes, qui seront trapus, qui seront costauds, qui seront bien colorés, qui seront bien verts. Et à ce moment-là, on peut planter les pommes de terre. Et là, vos pommes de terre, elles vont partir vraiment très 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 bien, avec une belle vigueur. Et plus vous avez de tiges différentes, et plus vous avez une bonne récolte.
D'accord. Attention de ne pas les planter dans un terrain qui a été fraîchement fumé, c'est-à-dire les pommes de terre n'aiment pas l'azote. J'ai eu un ami un jour qui a mis ses pommes de terre dans un terrain où il venait de mettre du fumier. Ah, je peux vous dire que les fans devaient faire à peu près 1,20 m de hauteur. Mais alors les pommes de terre, il y avait rien. Ou alors elles étaient très grosses et creuses. Et à la limite, heureusement qu'il ne les a pas mangées, heureusement que la récolte était complètement nulle, parce que s'il les avait mangées, ce serait empoisonné avec la quantité de nitrate qu'il y avait dans les pommes de terre. Oui. Donc la pomme de terre, c'est un tubercule qui a besoin de fumure vieille. C'est-à-dire que à la limite, à l'automne, vous avez mis du compost ou du fumier qui avait plus de 2 ans, et puis vous pouvez planter vos pommes de terre. Mais attention, le compost, on en met toujours 10 fois trop. Le compost, quand il est bien fait, c'est environ 3 kilos par mètre carré. Ah ouais, ça fait pas beaucoup. Ah, ça fait pas beaucoup. On saupoudre le terrain avec du compost, mais on n'en met pas 10 cm d'épaisseur. Ah. Et là, il faut y faire très attention. Quel espace faut-il et comment on plante les pommes de terre? Je l'ignore totalement. Alors, il y a plusieurs façons. Soit on fait le truc traditionnel, une petite saignée avec avec la pointe d'une serfouette, et puis on met une pomme de terre à peu près tous les 40-50 cm. On espace les rangs à peu près pareil, de 40 à 50 cm. C'est pour ça qu'il faut de la place. Et puis après, quand les pommes de terre vont commencer à sortir, on va buter. Donc c'est pour ça qu'il faut au moins 50 cm entre les rangs pour pouvoir ramener la terre, pour pouvoir buter la pomme de terre. Maintenant, il y a d'autres systèmes assez amusants qu'il faudra quand même que j'essaie un de ces quatre. C'est sur une terre qui est juste griffée, on pose les tubercules et on recouvre avec de la paille. On recouvre avec de la paille et au fur et à mesure que la pomme de terre sort de la paille, on rajoute de la paille. Et donc comme ça monte. Ce qui est extrêmement intéressant parce que les premières récoltes vont se faire sur une partie de plan. C'est-à-dire qu'on va enlever la paille, on va récolter les quelques pommes de terre, les nouveaux tubercules que l'on veut, et on va remettre la paille. On n'a pas arraché tout le plan. C'est-à-dire que le plan, lui, va continuer encore à pousser et à faire de nouvelles pommes de terre. C'est un truc qui vient du Pérou, ça marche là-bas, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas ici. Oui, ça fonctionne très bien, paraît-il. Donc ça, c'est quelque chose que je vais essayer cette année et je vous en tiendrai 2 mots. Et tu veux que je te donne ma méthode, moi, pour la patate? Oui, dis-moi tout. Moi, je vais chez le primeur du coin. Oh, they're here. Are we ready? As ready as we'll ever be. Something to tell you. Hey, set on, set on. 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 Whatever will be, will be. Can it be true? It must be true, no doubt. Life is going on as normally as ever. But suddenly something seems to have happened. Everybody seems to be staring in one direction. People seem to be frightened, even terrified. I want everybody to understand this. I don't understand. I don't understand. There are a lot of things we don't understand either. We need answers from you. What did you expect to find? What did you expect to Who's find? gonna be our future? It's your responsibility to do something about it. Well, I have the key in my hand. All I have to find is the lock. The lock. The lock. The lock. Now listen to me, all of you. What will be, will be. Set on.
toujours à l'écoute du lycée de la Rainette. Daniel va maintenant nous expliquer tous les travaux de saison qu'on doit faire, puisqu'on est à un mois du printemps maintenant, il va falloir qu'on s'active. Alors il y a quelques petites choses que l'on peut faire dans ce courant du mois de février. La première chose, c'est les boutures de bois sec. Qu'est-ce que c'est que les boutures de bois sec? Alors qu'est-ce que c'est que le bois sec? C'est le bois qui ressemble à du bois sec, mais c'est pas du bois mort évidemment, c'est du bois qui n'a pas de feuilles. Donc ce sont les boutures que l'on peut faire sur des arbustes à feuillage caduc. On va prélever des branches de l'année, donc du bois qui est relativement jeune. On prend si possible des rameaux qui ont à peu près la grosseur d'un crayon à papier. Alors ça c'est pour vous donner à peu près la grosseur de bois. Parfois les arbustes sont plus petits, plus nains et donc les rameaux sont plus fins. On va couper des tronçons qui vont faire à peu près entre 15 et 20 cm. Faut pas avoir peur d'avoir des petits bouts de bois quand même un peu longs. Et on va faire des fagots. On va en faire des fagots. Alors, pour pas se tromper, je coupe la base en biais et je coupe le haut droit. Pourquoi? Parce que si jamais ma bouture tombe par terre, je vais plus savoir dans quel sens il faut la mettre. Ah voilà, donc ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance si vous faites le contraire, mais c'est surtout que voilà, c'est un petit truc technique que je fais, c'est que toutes les bases, je les taille en biais. Et je vais faire en sorte qu'il y ait un, voire deux, voire plus, bourgeons en terre. Ce qu'on appelle les yeux, il faut avoir un ou deux yeux en terre. Futures racines. Parce que c'est de là que vont sortir, comme tu l'as dit si justement, les nouvelles racines. Quand on a fait ces petits fagots, on n'oublie pas de mettre une étiquette pour dire la variété que c'est et surtout la couleur. Et on va mettre ça en terre, si possible, près d'un mur plutôt exposé nord ou ouest, de façon à ce que ça ne chauffe pas trop dans le courant de l'été. Parce que ces boutures de bois sec, vous allez les sortir de terre que dans le courant de l'automne suivant. C'est très très long à se mettre à racines. C'est pas parce qu'il y a des nouvelles petites pousses qu'il y a déjà des racines. Des fois, c'est que l'énergie qu'il y a dans le bois qu'on a coupé qui donne assez de force aux bourgeons pour pouvoir faire quelques petites feuilles. Il faut laisser ça tranquille. Il faut continuer à les arroser dans le courant du printemps et de l'été et de l'automne. Et c'est que dans le courant du mois de novembre, quand les feuilles seront tombées, qu'on va arracher tout ça et puis on va récupérer nos petites boutures racinées. Donc ça se fait avec les végétaux qui n'ont pas de feuilles en ce moment, les végétaux caducs. Ça se fait très bien avec le rosier, par exemple. D'accord. Voilà, le rosier de bouture, ça marche très très bien. Donc ça, on peut le faire maintenant. On peut le faire maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire. Juste à la fin de l'hiver, c'est vraiment la meilleure période. On le fait en principe entre le 15 janvier et la fin février. On met ça dans un mélange sable, terreau, compost? Oui, c'est bien, pas de compost, sable, terreau, voilà, un truc assez drainant, assez léger. Et d'autres arbustes qu'on peut bouturer de cette façon? La plupart des arbustes qui ont perdu leurs feuilles, y compris les petits fruits, les cassis, les groseilles, on peut le faire comme ça. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Ah, c'est bon ça. Ah oui. Si vous avez un groseillier que vous avez acheté parce qu'il est bien, il est joli, il est bon, vous voulez en avoir plus, mais ça c'est pas un problème. Vous prenez votre sécateur, vous faites un fagot avec 30 petits bouts de bois et vous aurez 30 groseilliers après, parce que en principe le groseillier ça marche vraiment du très très fort, très très bien. Super. Ce qu'il faut pas oublier de faire aussi dans le courant du mois de février, j'en parlerai pas souvent ici, mais c'est un traitement contre la cloque du pêcher, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut la faire. La petite pulvérisation de bouillie bordelaise ou bien d'oxychlorure de cuivre, c'est le seul traitement et c'est le seul moment où on doit faire un petit traitement sur le pêcher pour empêcher la cloque. C'est au stade de pré-débourrement, c'est-à-dire quand les bourgeons commencent à grossir, c'est là où il faut faire de pulvérisation de bouillie bordelaise ou d'oxychlorure de cuivre pour éviter cette cloque. La bouillie bordelaise, c'est toléré en agriculture biologique. Absolument. Le cuivre est toléré. Alors c'est toujours la grande question parce que le cuivre a des effets secondaires assez néfastes. Sur la microfaune du sol. C'est-à-dire que c'est un bactéricide, c'est un fongicide, donc ça tue les bonnes bactéries, ça tue les bons champignons. Les vers de terre n'aiment pas du tout. Alors évidemment, le cuivre étant un métal et qui ne se dégrade pas dans le sol,
À force de traiter avec du cuivre, on a des concentrations de cuivre dans le sol qui peuvent être quand même sacrément néfastes. On le sait quand une vigne est arrachée et que c'est vendu après en terrain à bâtir, et quand on fait un jardin là-dessus, il y a des choses qui prennent pas. Mais si vous faites que 2 traitements dans l'année, au moment où il faut sur votre pêcher, parce qu'il risque d'avoir la cloque, bon, vous n'allez pas mettre tout votre jardin à mal. Mais franchement, c'est là où il faut y faire très attention. C'est vraiment le seul et unique moment. Lorsque les feuilles sont sorties et quand elles sont déjà rougeâtres, c'est trop tard. C'est pas la peine. Il y a plus rien à faire. Bon, eh ben allez, on va aller chercher les pulvérisateurs alors. Et le deuxième produit que tu as cité, c'est quoi? C'est l'oxychlorure de cuivre. En fait, le cuivre peut se trouver sur plusieurs formes, soit l'oxychlorure de cuivre, soit le sulfate de cuivre. Et le sulfate de cuivre, c'est vendu sous le nom de bouillie bordelaise. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Vérifier ses stocks de graines. Parce qu'il va falloir semer bientôt. Donc c'est pas en se disant... Il fait froid quand même là pour semer. Oui, mais il y a déjà des choses que l'on peut semer sous châssis ou bien en serre si on a. Et puis de toute façon, le mois de mars va arriver après. Donc il faut vérifier un peu ces stocks de graines. Il y a des dates limites de germination sur les paquets. Et si jamais la date de germination est passée, pensez à racheter des nouveaux paquets de graines. C'est pas comme pour les yaourts, on peut pas continuer à les utiliser après la date? On peut toujours essayer, mais rater un semis, c'est parfois rater 15 jours de pousse. Donc il faut y faire attention. Alors ce que l'on peut faire pour savoir si les graines sont encore bonnes, c'est à la maison, vous prenez un petit couvercle avec un petit rebord ou une petite tasse, vous mettez un petit peu d'eau dedans, vous mettez vos graines et vous regardez si elles germent. Et si elles germent, vous êtes tranquille, vos graines sont encore bonnes. Donc vous pourrez les semer dans le jardin. Ah, très bien. Pas bête, hein? Ah non, pas bête. Ensuite, j'attendais la suite de la guêpe. Enfin bon. Alors, un autre travail aussi qui est important à faire, c'est le retournement du tas de compost. Tout l'hiver, vous allez balancer des choses sur votre tas ou dans votre composteur. À un moment donné, il faut remuer. Il faut remuer pour que ça reprenne de l'air, pour que les bactéries et les champignons puissent se réactiver. On va enfouir du coup les derniers déchets qu'on a apportés. Ils sont pas décomposés. Oui, encore. voilà, c'est-à-dire qu'on va tout mélanger. Alors, c'est-à-dire qu'on va enlever d'abord tout ce qui est tout frais, ce qui est pas intéressant à prendre. On va peut-être prendre dans le fond le compost qui est déjà bien décomposé, et le reste, on va le remuer et on va le remettre en tas. Si jamais c'est sec, on va balancer un petit arrosoir d'eau pour que ça puisse bien se mouiller et que les champignons, les bactéries puissent se redonner un petit peu de vigueur et se multiplier. Et allez, 2 mois, 3 mois, vous aurez de nouveau du compost. Mais il faut penser à le remuer. Un compost doit être humide, pas trempé, mais humide et aéré. D'accord, moi je prenais que celui qui était dessous, j'ai jamais remué en fait. Eh ben, il va falloir changer ses habitudes. Ouais, bon. Je sais pas quelle idée j'ai eue de faire cette émission. Je me remets en question, c'est terrible. C'est dur. Oui, c'est dur. C'est dur. Changer ses habitudes, c'est violent. horrible. Oui, c'est violent. Bon, et alors, dans ces travaux de jardin, qu'est-ce que tu vas m'annoncer encore que je fais mal et qu'il faut que je corrige? Je sais pas si tu le fais mal ou s'il faut le corriger, mais attention, on a un mois de février qui peut être froid, qui peut être très doux. Donc, le voile d'hivernage, vérifiez quand même s'il fait très froid, il est encore en place, qu'il n'est pas parti avec la dernière tempête. Et si le temps commence à être un petit peu beau, un petit peu doux, un petit peu chaud dans la journée, c'est d'ouvrir ces voiles d'hivernage de façon à ce que la plante puisse respirer, puisse sécher, pour pas qu'il y ait de condensation, qu'il n'y ait pas de pourriture. Pensez à le remettre le soir. C'est un travail à temps complet en fait. Jardinier? Ah oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de retraités qui font du jardin. Et oui, c'est vrai que quand on est actif, on va chez le primeur acheter ses patates et on prend que des plantes non gélives. Comme ça, on n'a pas de voile à mettre dessus. C'est pas complètement idiot. Non, mais un jardin, c'est quelque chose qui doit être un plaisir. Donc, si on a le temps et le plaisir de faire certaines choses, oui. Maintenant, si ça devient une contrainte, où se trouve le plaisir, quoi. Moi, je ferais ça quand j'aurais arrêté de travailler. Dans une vingtaine d'années. Voilà. Et en plus, tu es ami avec les gens de la sécurité sociale. Nous avons fini, mais il y a autre chose. Je présente cette émission en vous parlant d'humeur joyeuse, mais en fait, pour ma part, ça dépend. Je suis lunatique. Autrement dit, je jardine avec la lune.
Oh, je les entends d'ici, certains individus de mon entourage dont je tairai les noms. Mais fallait le dire plus tôt que quand t'es de mauvais poil, c'est que tu dois planter des navets. Inutile de me la jouer sur ce tableau-là, je resterai de marbre. Notez quand même que si vous aussi vous souhaitez passer en mode lunatique, il vous faudra poser quelques jours de congé pour bien assimiler les contraintes du jardinage avec la lune. Écoutez plutôt ça. On considère qu'il faut éviter de jardiner 5 à 6 heures avant et après un nœud lunaire, un apogée, un périgée. Alors même si j'avoue avoir encore quelques neurones noués devant ces consignes, je pense avoir compris l'essentiel. Mon enthousiasme est à son apogée lorsque je vais chez le pépiniériste et à son périgée quand je suis chez le dentiste. Mais dans les deux cas, je ne suis pas en train de jardiner. Ça va, vous suivez toujours ? La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas et toujours lui. Pour résumer, dès demain, nous sommes en lune descendante et les jours fleurs, fruits, graines ou feuilles vont se succéder dans nos agendas. Seuls les jeudis 5, jour d'apogée, et samedi 7 mars, jour de nœud, seront respectivement dévolus aux activités romantiques ou tricot, vu qu'il ne faut pas jardiner. Mais si vous écoutez cette émission au deuxième service, soit dimanche 10h, vous pouvez enfiler vos bottes et saisir vos outils pour abattre vos clématites et diviser vos personnages, ça vous mettra de bonne lune. Reste plus qu'à espérer que le soleil ait rendez-vous avec la lune s'entraîner. Oui, c'est subtil, je sais. Et je sens que vous allez accomplir des travaux astronomiques au jardin. Aujourd'hui, Daniel nous a mis l'eau à la bouche avec des belles plantes en baie comme le Buddleia alternifolia, le berberis vert, le bambou cespiteux ou le basilic. Il nous a aussi décomplexé sur la culture des patates, mais aussi briefé sur tous les travaux pour bien entretenir nos cultures en cette fin février. Enfin, dans notre jardin musical servi sur le plateau, on s'est régalé les tympans grâce à Arthur H. Les ennuis commencent. C'est le nom du groupe, Les ennuis commencent. Chanson plus Biff le Horé et Wax Taylor. On vous rappelle que pour toutes vos questions verdoyantes, il vous suffit de nous contacter via le site de RGO, www.radiogrilleouverte.com ou bien sur celui de Daniel Lys, www.danielis.fr. Eh ben, on vous salue les amis, auditeurs, jardiniers, auditrices jardinières de Grille Ouverte. Merci beaucoup Daniel pour tous ces bons conseils. Je t'en prie Aline, ça me fait bien plaisir d'être là avec toi. On vous embrasse très fort. Ouais, voilà. À très vite. Ciao Daniel.